6 juin 1944, minuit 15. Point d'appui, WN 62, Omaha Beach. Le Gefreiter Heinrich Severl nettoya soigneusement le canon de sa mitrailleuse MG-42 dans le bunker en béton surplombant la Manche. Dans sa poche, il portait une lettre de sa petite amie à Metzingen, lui promettant de l'attendre jusqu'à la fin victorieuse de la guerre. L'invasion sera leur tombe. Nous les rejetterons à la mer en quelques heures. Il avait écrit ces mots pour elle juste 3 jours plus tôt, après que le Feldmarschall Erwin Rommel en personne ait inspecté leur position. Le renard du désert avait regardé à travers l'embrasure de Severl, étudié les champs de tir imbriqués et avait hoché la tête avec satisfaction. « Quand ils viendront, » avait dit Rommel, « cette plage sera leur cimetière. » À travers l'embrasure, Severl ne pouvait voir qu'une obscurité paisible sur la Manche. La nuit était calme, presque sereine. Dans 12 heures, ce même jeune homme serait retrouvé pleurant de façon incontrôlable dans son bunker, entouré de 13 500 douilles vides, le canon de son arme déformé par la chaleur, regardant une force d'invasion si vaste que son esprit refuserait simplement de traiter ce que ses yeux voyaient. Bien que Severl ait plus tard affirmé avoir infligé 1000 à 2000 pertes, les historiens considèrent cela impossible, étant donné que les pertes américaines totales à Omaha Beach, toutes causes confondues, étaient d'environ 2400. Les mathématiques de la défaite allemande étaient sur le point de s'écrire non pas dans des évaluations stratégiques ou des rapports de renseignement, mais dans les témoignages choqués de soldats qui allaient assister au plus grand débarquement amphibie de l'histoire humaine du mauvais côté de la ligne de mire. Le mur de l'Atlantique s'étendait sur 3860 km de la Norvège à la frontière espagnole, ce que la propagande allemande appelait la ligne défensive la plus formidable de l'histoire militaire. Le long de la côte normande, 58 divisions de qualité variable occupaient des positions qui avaient consommé 17 millions de mètres cubes de béton et 1 200 000 tonnes d'acier. Hitler lui-même l'avait déclaré imprenable. Les préparations défensives à Omaha Beach seules semblaient justifier une telle confiance. Le Centre d'histoire militaire de l'armée américaine rapporte que les Allemands avaient construit 8 bunkers en béton, 35 casemates, 4 positions d'artillerie, 18 positions de canons anti-chars, 45 sites de lance-roquettes, 85 nids de mitrailleuses et 6 fosses à mortier. La plage elle-même avait été transformée en champ de tuerie. 3700 obstacles avaient été plantés dans la zone de marée, y compris des portes belges, des hérissons tchèques et des pieux en bois, beaucoup surmontés de mines Tellermine. Derrière les plages, 6,5 millions de mines avaient été posées, bien que Rommel en ait voulu 60 millions. Le colonel Ernst Gott, commandant le 916e régiment de grenadiers près de Bayeux, avait calculé la puissance de feu défensive dans son secteur. Ces 4 batteries pouvaient théoriquement délivrer 120 obus par minute sur les secteurs de la plage. Combinés avec d'autres batteries, les Allemands pouvaient concentrer une puissance de feu massive sur toute tentative de débarquement. Ces calculs, cependant, supposaient des munitions illimitées, une hypothèse qui s'avérerait fatalement erronée. Le 5 juin avait apporté un temps que le météorologue de la Luftwaffe, Walter Stoebe, à Paris, avait déclaré impossible pour une invasion. La vitesse du vent atteignait 20 à 25 nœuds. Les vagues montaient à 2 mètres et de bas nuages pendaient à 150 mètres. Stoebe, utilisant des données des U-boots et des stations météo, avait assuré le haut commandement que les conditions resteraient mauvaises pendant au moins 2 semaines. Sur la base de cette prévision, de nombreux officiers supérieurs avaient quitté leur poste. Rommel lui-même était parti pour l'Allemagne le 5 juin pour célébrer l'anniversaire de sa femme, emportant une paire de chaussures en dinguerie achetées à Paris. Le général Friedrich Dollmann, commandant la 7e armée, avait ordonné aux commandants de division d'assister à des Kriegspiel à Rennes. Même les patrouilles navales qui balayaient normalement la Manche avaient été annulées en raison de la mer agitée. Cette confiance météorologique s'avérerait être le premier calcul erroné allemand. Inconnus de Stoebe, les Alliés possédaient des stations météo au Groenland et des vols météorologiques sur l'Atlantique qui détectèrent une brève accalmie dans la tempête. Une fenêtre de 36 heures que le groupe Captain James Stagg avait identifiée et qu'Eisenhower avait saisie.
À 23h15 le 5 juin, les stations radars le long de la côte normande commencèrent à détecter une activité inhabituelle. Les radars Freya et Würzburg repérèrent des formations aériennes massives approchant du nord. Les opérateurs, cependant, avaient déjà vu cela auparavant. Des raids de diversion alliés conçus pour maintenir les forces allemandes en alerte. Vers 0h30, le 6 juin, des rapports commencèrent à affluer qui remettaient en cause toutes les hypothèses. Des parachutistes Fallschirmjäger atterrissaient partout en Normandie. Mais les rapports n'avaient aucun sens. Certaines unités rapportèrent des parachutistes à l'est, d'autres à l'ouest. Certaines affirmaient qu'ils étaient britanniques, d'autres américains. Des parachutistes factices avec des pétards attachés, faisant partie des opérations Titanic et Rupert, ajoutèrent à la confusion. Le major Hans von Lück, commandant le 125e régiment de panzergrenadiers de la 21e Panzerdivision, fut l'un des premiers à saisir la gravité de la situation. Réveillé par des rapports de parachutistes atterrissant près de ses positions, il demanda immédiatement la permission d'attaquer. La réponse du quartier général de la division ne bougeait pas avant que la situation ne s'éclaircisse. Von Lück écrira plus tard dans ses mémoires. En tant que commandant de Panzer, je sus à ce moment que nous étions perdus. Les parachutistes marquaient clairement les flancs pour un débarquement. Chaque minute que nous attendions leur donnait du temps pour se consolider. Pourtant, nous restions paralysés par notre propre structure de commandement. 6 juin, 5h30. Alors que les premières lueurs grises commençaient à illuminer la Manche, les observateurs allemands dans les positions avancées commencèrent à rapporter quelque chose pour lequel leur entraînement ne les avait jamais préparés. Le lieutenant Bernhard Frerking, dont la présence sur la côte reste contestée par certains historiens, y compris Heinrich Severl lui-même, est crédité dans certains récits d'avoir été parmi les premiers à signaler l'armada. Ce qui est certain, c'est que les observateurs allemands sur toute la côte normande virent, d'un horizon à l'autre, une mer couverte de navires. Pas des dizaines, pas des centaines, mais des milliers. Des navires de toute taille et de toute description. Des cuirassés massifs aux petites embarcations de débarquement s'étalant sur la Manche comme un tapis gris. La flotte d'invasion se composait de 6939 bâtiments, selon les archives alliées officielles, 1213 navires de guerre, 4126 péniches de débarquement, 736 navires auxiliaires et 864 navires marchands. C'était la plus grande armada navale jamais assemblée dans l'histoire humaine. Pour les défenseurs allemands, élevés avec la propagande sur la faiblesse et la division des Alliés, le spectacle fut psychologiquement dévastateur. Bernhard Frerking, un officier d'artillerie AWN 62 qui serait tué plus tard dans la journée, aurait dit à ses hommes qu'ils assistaient à l'arrivée du monde entier à leur porte. À 5h35, le bombardement naval commença. Rien dans l'expérience des défenseurs allemands, ni le front de l'Est, ni les raids les plus lourds de la RAF, ne les avait préparés à ce qui suivit. Le cuirassé USS Texas, seul, tira 255 obus de 356 mm sur la pointe du Hawk en 34 minutes, selon les archives du Naval History and Heritage Command. Le HMS Warspite, le premier navire à ouvrir le feu le jour J vers environ 5 heures du matin, délivrerait plus de 300 obus de 381 mm dans les 2 premiers jours, dont 96 obus tirés sur des positions allemandes le 9 juin. Le bombardement cumulé de la force navale dépassait tout ce que la Wehrmacht avait rencontré auparavant. Selon les récits de vétérans allemands collectés par les archives fédérales allemandes, les bunkers en béton conçus pour résister à tout bombardement se fissurèrent sous le feu des canons navals. Des hommes furent enterrés vivants, déterrés et enterrés à nouveau alors que les obus continuaient à pleuvoir. L'impact psychologique fut aussi dévastateur que la destruction physique. Ces fortifications dans lesquelles ils avaient placé une confiance absolue s'effritaient comme des châteaux de sable. Alors que le bombardement naval continuait, la réponse de la Luftwaffe révéla la véritable désespérance de la position allemande. L'Oberstleutnant Joseph Pips Priller, commandant le Jagdgeschwader 26, reçut l'ordre d'attaquer la flotte d'invasion avec toute sa force. Sa réponse, enregistrée dans le journal de guerre de l'escadre, « Quelle force entière, j'ai 2 avions ». La Luftwaffe, qui avait promis la supériorité aérienne sur toute invasion, ne put rassembler que 319 sorties le jour J
contre 14 674 sorties alliées. Selon les archives du Bureau du renseignement naval de l'US Navy, Priller et son ailier, l'unterofficier Heinz Wodarczyk, effectuèrent la seule attaque de la Luftwaffe sur les plages durant la matinée du 6 juin, mitraillant Sword Beach, une fois dans leur chasseur FW590A8, avant de fuir devant la couverture de chasse alliée écrasante. Cette seule passe de mitraillage par 2 avions contre une force d'invasion de milliers devint un symbole de l'impuissance allemande. Les chevaliers des airs promis, qui assombriraient le ciel au-dessus de toute invasion, avaient été réduits à un geste futile. À 6h30, les premières vagues d'assaut atteignirent les plages. Les défenseurs allemands, malgré le bombardement, occupèrent leur position et ouvrirent le feu. Ce qui suivit fut un carnage qui choqua même les vétérans endurcis. Heinrich Severl, le mitrailleur AWN-62, commença à tirer à 6h35. Sa position, l'une des rares intactes après le bombardement, offrait des champs de tir parfaits à travers Omaha Beach. Dans ses mémoires de 2005, WN-62, mémoire d'Omaha Beach, il déclara avoir tiré 13 500 cartouches en 9 heures. Bien que Severl ait affirmé des pertes massives, les historiens militaires notent que sa position, bien que meurtrière, fut l'un des nombreux facteurs des pertes d'Omaha Beach, et que des chiffres spécifiques ne peuvent être vérifiés. Ce qui est certain, c'est que sa MG-42, tirant à une cadence de 1200 coups par minute en rafale courte, contribua significativement à ce qui devint connu sous le nom de Bloody Omaha. Les défenseurs allemands commencèrent à éprouver ce que les historiens militaires appelleraient de plus tard le choc matériel, l'effondrement mental causé par la confrontation avec une force écrasante. Peu importe le nombre d'Américains, de Britanniques ou de Canadiens qui tombaient, d'autres apparaissaient. Chaque péniche de débarquement détruite était remplacée par 3 autres. Chaque position de mitrailleuse, réduite au silence, était supprimée par des tirs navals qui semblaient illimités. En milieu de journée, les positions allemandes commencèrent à signaler des pénuries critiques de munitions. Les plans défensifs avaient calculé la consommation de munitions sur la base du repoussement d'un assaut limité. Personne n'avait prévu une attaque de cette ampleur. Selon les registres d'approvisionnement de la Wehrmacht, les positions qui avaient des munitions calculées pour une bataille de 3 jours épuisèrent leurs réserves en quelques heures. Les batteries d'artillerie, l'épine dorsale de la défense, firent face à des crises similaires. Les précieuses réserves de munitions soigneusement économisées disparurent sous l'intensité des combats. Les tentatives d'acheminement des stocks de réserves échouèrent. Chaque route était sous l'attaque constante des chasseurs bombardiers alliés. Le contraste avec la puissance de feu alliée était frappant. Les observateurs allemands notèrent que les destroyers américains tiraient des centaines d'obus sur des cibles uniques, tandis que l'artillerie allemande était rationnée à 4 obus par canon par jour dès l'après-midi du jour J. La réserve blindée allemande, la force que Rommel avait insisté pour qu'elle détruise toute invasion sur les plages, resta paralysée pendant les heures critiques de la matinée. La 21e Panzerdivision, la seule unité blindée proche des plages, ne reçut l'ordre d'attaquer qu'à 10 heures, 4 heures après le début des débarquements. Lorsque la 21e Panzer attaqua enfin à 16h20, elle avança entre les zones de largage aéroportées britanniques vers la côte. Selon les registres divisionnaires, elle atteignit le rivage entre Lyon-sur-Mer et Luc-sur-Mer vers 19h, la seule unité blindée allemande à atteindre la côte le jour J. Cependant, à 21h, ils furent témoins de l'arrivée de l'opération Malhar, 250 planeurs apportant des renforts à la 6e division aéroportée britannique. Interprétant cette armada aérienne massive comme une menace pour leur flanc, ils se retirèrent. La division perdit 54 chars et véhicules blindés le jour J, environ 25% de sa force en un seul jour. La contre-attaque rencontra également des blindés spécialisés alliés qu'ils n'avaient jamais vus auparavant. Les Fenris de Hobart, des chars modifiés avec des fléaux pour le déminage, des lance-flammes et du matériel de pontage, semblaient appartenir à une ère de la guerre totalement différente. Tout au long du jour J, les unités allemandes firent face à une menace qu'elles n'avaient jamais rencontrée à cette échelle. Des forces aéroportées massives opérant derrière leurs lignes.
La 6e division aéroportée britannique et les 222e et 101e divisions aéroportées américaines créèrent un chaos qui multipliait leurs forces réelles. L'Oberst Friedrich von der Heydte, le commandant de parachutistes le plus expérimenté d'Allemagne, servant avec le 6e régiment de parachutistes, Fallschirmjäger Regiment 6, était en Normandie pendant l'invasion. Son évaluation professionnelle, enregistrée dans des interviews d'après-guerre, fut accablante. L'opération aéroportée alliée était tout ce que les nôtres n'avaient jamais été. Massive, coordonnée et ravitaillée. Nous avons largué des bataillons, ils ont largué des divisions, nous étions ravitaillés par des avions isolés. Ils avaient des flux interminables de planeurs et d'avions de transport. L'impact psychologique de parachutistes apparaissant partout paralysa les réponses allemandes. Des unités refusèrent de bouger, craignant des embuscades. D'autres tirèrent sur des ombres, parfois sur leurs propres hommes. La confusion multiplia les problèmes allemands de façon exponentielle. Alors que le jour J progressait, le commandement et le contrôle allemand se désintégrèrent. Les avions alliés détruisirent systématiquement les lignes de communication. La résistance française, activée par des messages codés de la BBC, coupa les câbles téléphoniques et détruisit les stations relais. Les communications radio furent brouillées par les unités de guerre électroniques alliées. Le général-lieutenant Max Pemsel, chef d'état-major de la 7e armée, tenta de coordonner la défense depuis son quartier général au Mans. Son journal de guerre enregistre une frustration croissante alors que le contact avec les unités avancées disparaissait. À midi, des divisions entières avaient disparu du réseau de communication. Les commandants d'unités individuelles prenaient des décisions dans l'isolement, sans connaissance de la situation générale. Alors que l'obscurité tombait le 6 juin, les défenseurs allemands survivants firent le bilan de leur situation. Le mur de l'Atlantique imprenable avait été percé à plusieurs endroits. La Luftwaffe avait essentiellement cessé d'exister au-dessus de la Normandie. La Kriegsmarine avait réussi à couler un destroyer, l'USS Cory, tout en perdant 15 vedettes rapides, S-Boot, et de nombreux petits bâtiments. Le général der Artillerie Wilhelm Richter, commandant la 716e division qui avait supporté le choc de l'assaut britannique, rapporta au quartier général de la 7e armée. Force de combat de la division, 35%. Tous les points d'appui côtiers perdus. Artillerie, 90% détruite. L'ennemi avance à l'intérieur des terres. Les statistiques racontaient une histoire d'échec tactique complet malgré des actes individuels d'héroïsme. En un seul jour, les forces allemandes avaient subi des pertes équivalentes à celles d'une bataille majeure, tandis que les Alliés continuaient à débarquer des troupes fraîches, comme si le jour J n'était que le début, et non le point culminant. Toute la nuit, du 6 au 7 juin, les unités allemandes tentèrent de se regrouper et de contre-attaquer. Ces efforts révélèrent toute l'étendue de la supériorité alliée. Tout mouvement allemand était détecté par radar, illuminé par des fusées éclairantes et détruit par l'artillerie ou les tirs navals. Les panzergrenadiers de Hans von Lück, enfin libérés pour contre-attaquer, avancèrent vers Sword Beach dans l'obscurité. Selon ses mémoires, ils furent immédiatement illuminés par des fusées éclairantes parachutées et soumis à un feu dévastateur des destroyers au large. C'était comme en plein jour, chaque véhicule, chaque soldat était visible. Les obus venaient de la mer avec une précision parfaite. Nous avons perdu la moitié de notre force sans voir un seul soldat ennemi. Pendant ce temps, les renforts alliés continuaient à débarquer. Les ports artificiels Mulberry étaient déjà en cours d'assemblage. Les navires de ravitaillement étaient ancrés en rangées organisées. L'invasion ne faisait pas que réussir. Elle se transformait en une présence permanente. Alors que les renforts allemands tentaient d'atteindre la Normandie, ils rencontrèrent une interdiction complète de mouvement. Chaque route, voie ferrée et pont étaient sous attaque constante. Selon les registres de transport de la Wehrmacht, des unités qui auraient dû atteindre le front en un jour mirent jusqu'à 2 semaines. La 2e division Panzer SS Das Reich, stationnée près de Toulouse, mit 17 jours pour atteindre la Normandie. Un voyage qui aurait dû en prendre 3. Elle arriva ayant perdu 30% de ses véhicules à cause des attaques aériennes sans avoir tiré un seul coup de feu contre des forces terrestres. L'impact psychologique fut dévastateur.
S'ils ne pouvaient même pas atteindre le champ de bataille intact, comment pouvaient-ils espérer l'influencer? Pendant ce temps, la logistique alliée fonctionnait avec une efficacité stupéfiante. Les LST, Landing Ship Tank, déchargeaient des régiments blindés entiers en quelques heures. Quelques jours après le jour J, les Alliés débarquaient 15 000 tonnes de ravitaillement par jour, plus que ce que consommait l'ensemble de l'armée allemande en Normandie en une semaine. Vers le 12 juin, les forces allemandes en Normandie approchaient de l'effondrement psychologique. Elles avaient perdu 26 000 hommes tués, blessés ou portés disparus, l'équivalent d'environ 2 divisions complètes. Les remplaçants étaient minimaux. Pendant ce temps, la force alliée croissait à chaque heure. Carentan tomba le 12 juin, reliant les plages d'Utah et d'Omaha. Les parachutistes allemands du 6e régiment de parachutistes, des troupes d'élite qui n'avaient jamais reculé auparavant, se retirèrent en désordre. Leur commandant, Friedrich von der Heydte, rapporta au quartier général supérieur « Mon régiment n'existe plus en tant qu'unité de combat. Les survivants sont psychologiquement brisés. » Le 13 juin, l'SS Obersturmführer Michael Wittmann remporta l'une des rares victoires tactiques allemandes en Normandie. Selon les archives militaires britanniques, il détruisit 13 à 14 chars, 2 canons anti-chars et 13 à 15 transports de troupes dans la bataille de Villers-Bocage en 15 minutes. La propagande allemande s'empara de cette victoire comme preuve que les armes allemandes pouvaient encore l'emporter. Mais même cette victoire révéla l'inutilité de la position allemande. Le char Tiger de Wittmann, mis hors de combat pendant la bataille, fut remplacé par les Allemands avec difficulté. Les pertes britanniques furent remplacées en quelques heures. La brillance tactique des soldats allemands individuels ne pouvait surmonter les mathématiques industrielles. Wittmann lui-même, avec 138 victoires confirmées sur tous les fronts, fut tué le 8 août lorsque son Tiger fut détruit. Que ce soit par le tireur britannique Joe Ekins du Northamptonshire Yeomanry ou par des forces canadiennes reste contesté. Le plus grand as des chars de la Wehrmacht fut éliminé par un ennemi qui pouvait se permettre d'échanger 10 chars pour un Tiger. La chute de Cherbourg, le 26 juin, porta un autre coup psychologique. Ce port majeur, fortifié pendant 4 ans et garnisonné par 21 000 hommes, était censé tenir pendant des mois. Il tomba en 5 jours de combats sérieux. Le général d'air-artillerie Karl Wilhelm von Schlieben, commandant la garnison, avait proclamé qu'il défendrait Cherbourg jusqu'à la dernière balle. Au lieu de cela, il se rendit le 26 juin. Dans son interrogatoire d'après-guerre, il expliqua que la résistance était devenue dénuée de sens face à des ressources ennemies illimitées, un thème qui allait résonner dans tous les récits allemands de la Normandie. L'opération Cobra, commençant le 25 juillet, porta le coup de grâce aux forces allemandes en Normandie. Selon les archives officielles de l'US Army Air Force, le bombardement préparatoire impliqua 1503 bombardiers lourds, 380 bombardiers moyens et 550 chasseurs-bombardiers, déversant plus de 4100 tonnes de bombes dans une zone concentrée de seulement 6400 mètres de large et 2300 mètres de profondeur. Le général-lieutenant Fritz Bayerlein, commandant la Panzer Lehr Division, rapporta au groupe d'armée B: « Ma division est anéantie. L'effet psychologique sur les survivants est indescriptible. Ils ne sont plus des soldats, mais des hommes brisés. Le bombardement fut si intense qu'il tua le lieutenant-général Leslie McNair, l'officier américain de plus haut rang tué sur le théâtre européen, qui observait depuis ce que l'on pensait être une distance de sécurité. Si les généraux américains n'étaient pas en sécurité face à leur propre puissance de feu, quelle chance avaient les soldats allemands ? La poche de Falaise, du 12 au 21 août, devint le cimetière des forces allemandes en Normandie. Selon les rapports de renseignement alliés confirmés par les archives allemandes d'après-guerre, environ 10 000 Allemands moururent dans la poche et 50 000 furent capturés. Plus de 300 chars et véhicules blindés furent détruits avec 2500 autres véhicules. Les soldats allemands tentant de s'échapper décrivirent des scènes de destruction apocalyptiques. Les routes étaient tapissées de chevaux morts et de véhicules en flammes. Les chasseurs bombardiers alliés attaquaient par vagues toutes les 20 minutes. L'artillerie tombait continuellement.
La destruction systématique était si complète que de nombreux soldats se rendirent simplement, préférant la captivité à une mort certaine. Le bilan final de la campagne de Normandie raconte une histoire de défaite allemande complète. Pertes allemandes du 6 juin au 31 août, environ 321 000 pertes, 30 000 tués, 80 000 blessés, 210 000 disparus ou capturés. 2300 chars détruits, pratiquement tous les blindés en France, 227 avions perdus, pertes alliées, 29 672 morts, les remplaçants dépassant les pertes quotidiennement. Environ 4000 chars perdus, remplacés en quelques semaines. 401 avions perdus sur une force dépassant 13 000 appareils. La disparité révéla la vérité fondamentale. L'Allemagne menait une bataille d'attrition qu'elle ne pouvait gagner contre un ennemi ayant des réserves pratiquement illimitées. Les officiers militaires professionnels allemands fournirent les évaluations les plus objectives du désastre. Le général der Panzertruppe Heinrich Eberbach, qui assuma le commandement en Normandie après que Rommel fut blessé, rapporté à l'OKW le 1er août, la supériorité matérielle de l'ennemi est d'au moins 20 contre 1 en artillerie, 10 contre 1 en chars et absolu dans les avions. Il peut remplacer toutes les pertes en quelques jours. Nous ne pouvons rien remplacer. Le général Hans Speidel, chef d'état-major de Rommel, écrivit dans ses mémoires de 1949 « La Normandie a prouvé que le courage seul ne pouvait surmonter la suprématie industrielle. Nous avons fait face à un ennemi qui avait mécanisé non seulement la guerre, mais la victoire elle-même. » Le général Feldmarschall Erwin Rommel laissa le témoignage le plus puissant de l'expérience normande. Dans son dernier rapport à Hitler le 15 juillet, 2 jours avant d'être grièvement blessé par un avion allié, il écrivit « Les troupes se battent héroïquement partout, mais la lutte inégale approche de sa fin. La supériorité écrasante de l'ennemi en hommes et en matériel commence à peser. Je dois vous prier de tirer les conclusions nécessaires sans délai. » C'était un langage militaire pour une défaite complète. Rommel, le commandant le plus célébré d'Allemagne, disait à Hitler que la guerre était perdue. La campagne de Normandie révéla que la Seconde Guerre mondiale était devenue une guerre de production. Les soldats allemands furent témoins d'une capacité industrielle américaine qui défiait leur compréhension. L'usine Ford de Willow Run seule produisait un bombardier B-24 toutes les 63 minutes au pic de production. Les usines américaines produisirent 96 000 avions en 1944. La dépense de munitions alliées en un jour dépassait la production allemande en un mois. Une seule division américaine consommait plus de ravitaillement par jour qu'un corps d'armée allemand entier. Hans von Lück, réfléchissant sur la Normandie dans ses mémoires, écrivit « Nous avons appris que la guerre moderne n'était pas une question de tactique ou de courage, mais de production. » Les Américains avaient transformé la guerre en un processus industriel. Ils fabriquaient la victoire sur des chaînes de montage. Les soldats allemands qui survécurent à la Normandie furent psychologiquement transformés. Ils avaient été témoins de l'invalidation complète de tout ce qu'on leur avait enseigné sur la guerre, la supériorité raciale et le destin national. Heinrich Severl, le mitrailleur de VN-62, passa le reste de sa vie hanté par son expérience du jour J. Dans ses mémoires de 2005, il écrivit à propos de rencontres avec des vétérans américains du jour J. Nous avons tous réalisé que nous avions été de jeunes hommes jetés dans un abattoir industriel, mais 13 500 cartouches ne signifiaient rien face à leurs remplacements illimités. Friedrich von der Heydte, le commandant de parachutistes, devint professeur de droit international après la guerre. Il écrivit « La Normandie nous a appris que l'ère des héros guerriers était révolue. La guerre était devenue une affaire de capacité industrielle et nous avions défié la plus grande puissance industrielle du monde avec des chevaux et des rêves dépassés. Le jour J, du point de vue allemand, ne fut pas seulement une défaite militaire, ce fut un effondrement idéologique et psychologique complet. Des soldats qui avaient conquis la plus grande partie de l'Europe découvrirent que tout ce qu'ils croyaient sur leurs ennemis, leurs causes et leurs capacités était catastrophiquement erroné. Ils s'attendaient à affronter des démocraties faibles et divisées. Au lieu de cela, ils rencontrèrent une alliance qui avait transformé la guerre en un processus industriel d'une efficacité écrasante.
Ils furent témoins de l'arsenal de la démocratie en action. Des navires, des avions, des chars et des ravitaillements illimités provenant d'usines dont la capacité dépassait la compréhension allemande. Les défenseurs allemands de la Normandie apprirent que la guerre moderne se gagnait non pas sur les champs de bataille, mais dans les usines. Non pas par les soldats les plus braves, mais par les sociétés les plus productives. Ils découvrirent que les alliés occidentaux avaient révolutionné la guerre, la transformant en une équation mathématique où les statistiques de production comptaient plus que la brillance tactique. Heinrich Severl commença le 6 juin en croyant que l'invasion serait rejetée en quelques heures. Il la termina entouré de milliers de douilles vides, regardant des vagues interminables de renforts alliés débarquer sur la plage que sa position était censée contrôler. Son expérience incarnait la tragédie allemande plus large en Normandie. Le succès tactique noyé dans l'impossibilité stratégique. Les plages de Normandie devinrent non seulement un champ de bataille, mais une révélation. Les soldats allemands furent témoins de l'avenir de la guerre, et il appartenait aux sociétés qui pouvaient produire le plus de matériel et l'appliquer avec le plus d'efficacité. Ils avaient apporté le courage, l'entraînement et la détermination à la bataille. Les Alliés apportèrent une production industrielle illimitée. En essayant de repousser l'invasion alliée, les défenseurs allemands auraient tout aussi bien pu essayer de retenir la marée. Ils tirèrent jusqu'à ce que leurs canons fondent, combattirent jusqu'à ce que leurs munitions soient épuisées, et regardèrent les Alliés apporter simplement plus de tout. Les mathématiques de la guerre moderne avaient rendu leur courage sans pertinence. Les soldats allemands qui firent face au jour J apprirent la leçon la plus dure de l'histoire. À l'ère de la guerre industrielle, les nations qui ne pouvaient égaler la production de leur ennemi étaient condamnées à la défaite, quelle que soit la compétence ou le sacrifice de leurs soldats. Ils commencèrent le 6 juin en guerriers du Troisième Reich et le terminèrent en témoins de l'arsenal de la démocratie dans sa pleine et terrifiante efficacité. Leur défaite ne fut pas seulement militaire, mais totale, une démonstration écrasante que la vision nazie de la supériorité raciale et de la domination militaire avait heurté la réalité de la suprématie industrielle alliée et s'était brisée complètement. L'invasion qu'ils avaient promise de rejeter à la mer les avait au contraire balayés, emportant avec elle les dernières illusions d'une victoire allemande.